Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Voilà, vous êtes président des Patriotes, donc mais merci d'être avec nous. On va parler du Covid, mais tout de suite, il y a une toute petite actualité qui est qu'en fait une grande actualité. Vous avez une candidate dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire pour une législative partielle, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Il y a une élection législative partielle dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire et nous avons présenté une candidate qui est notre référente du département, Nathalie Zick, qui est une femme de terrain, qui est une femme du peuple, qui est une patriote d'ailleurs de la première heure et qui est vraiment une militante acharnée, une femme vraiment de cœur et qui sera une excellente candidate pour porter haut la voix de la libération de notre pays, la libération de lui par rapport à l'Union européenne, libération par rapport aux fous de guerre, en portant un message de paix, en défendant le Frexit, en défendant nos libertés, la liberté d'expression, et puis dans sa circonscription, bien sûr, la réindustrialisation, la défense des agriculteurs, la défense de la sécurité des habitants, sur un programme très clair par rapport aux fausses oppositions qui sont aujourd'hui le RN notamment, et par rapport évidemment à la Macronie qui est au pouvoir. Alors, vous avez parlé Je dirais d'ailleurs le 27 mars, je fais un meeting là-bas, qui était prévu d'ailleurs avant qu'on sache même qu'il y ait une législative partielle, j'allais en Saône-et-Loire, ça tombera particulièrement bien, puisque le 27 mars, je serai en meeting, y compris pour soutenir notre candidate Nathalie Zick. Parfait, donc voilà, tout le monde peut se rendre en Saône-et-Loire le 27 mars. Vous avez parlé de fous de guerre et évidemment ça nous ramène quelques années en arrière au moment où le président Macron avait expliqué que nous étions en guerre contre un virus. Alors, il en avait profité pour expliquer que puisque nous étions en guerre, il y avait un conseil de défense. Puisqu'il y avait un conseil de défense, il y avait le secret défense sur toutes les décisions qui se prenaient. Et vous aviez au début eu une position sur laquelle vous avez évolué par rapport à cet état de défense sanitaire dans lequel on nous avait installés. Oui, moi, les toutes premières semaines, j'étais comme la plupart des Français en attente de voir ce qu'était vraiment ce virus qui nous était présenté comme absolument terrible. Souvenez-vous, à l'époque, on nous montrait les vidéos des Chinois qui tombaient dans la rue en un quart de seconde. On se demande d'ailleurs ce que ça représentait en vrai, puisqu'on sait que ça se passe pas comme ça pour le Covid en réalité. Mais bon, à l'époque, on ne savait pas. Et on nous avait dit que ça va durer 2 semaines, voilà, tout va bien se passer. Et en fait, très rapidement, pendant le premier confinement, on a tous le temps de se renseigner, de réfléchir. On s'est rendu compte que d'abord, ça durait pas 2 semaines, c'était prolongé. Et qu'ensuite, très vite, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille dès le mois de mars 2020, c'est que on voyait qu'il y avait un problème avec les traitements. Très vite, il y a une espèce d'hystérie autour du professeur Raoult. Et il y avait une hystérie en parallèle en disant il faudra développer très très vite des vaccins, plus vite que jamais, alors que jusqu'ici, on savait que le temps de développement normal d'un vaccin, c'était plutôt plusieurs années et non pas plusieurs mois. Donc, il y avait aussi un problème. Et puis, quand on nous a remis dehors et qu'on a commencé à nous dire mais il faudra mettre un masque quand vous allez en forêt ou sur la plage, on a dit c'est bon, voilà, on est dans un truc qui est une arnaque totale, qui est grave. On est loin de la science, loin de la raison, et donc les Patriotes ont été le mouvement qui s'est mobilisé, puisque dès 2020, on a commencé les premières manifestations que nous avons tenues chaque semaine, chaque samedi, sans exception, sans interruption, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et y compris sans médias pendant 8 mois, avant que ça n'explose par la très grande manifestation du 17 juillet 2021 qu'on avait organisée, à laquelle s'était joint, parce qu'on les avait invités, pas mal de résistants et de responsables politiques d'autres mouvements, puisque nous avons toujours fait le choix de rassembler, d'inviter, de donner le micro à tout le monde. Voilà, et puis on a continué le combat, et je crois que ce combat n'a pas du tout été inutile. Je pense qu'il a permis à des gens de tenir, à des gens d'abord humainement de tenir bon, de se voir entre eux, de voir qu'ils n'étaient pas fous, aux suspendus aussi qu'on a beaucoup défendu et qu'on défend toujours de tenir, et puis politiquement de faire pression sur le gouvernement pour qu'ils ne se sentent pas autorisés à aller n'importe où et à recommencer n'importe quand. Voilà, c'était vraiment ça le combat. C'est un combat qui n'est pas totalement terminé parce qu'il y a cette histoire gravissime des effets secondaires qui n'est pas purgée, et puis il y a les suspendus qui sont toujours maltraités. Il y a des pays où ils ont été indemnisés, il y a eu des excuses officielles de l'État. Ça n'est pas le cas en France. Ils attendent toujours les excuses et l'indemnisation. Alors, ils attendent les excuses et l'indemnisation, mais ils ont été en partie réintégrés. Oui, pour ceux qui étaient encore dans la filière, parce qu'il y a beaucoup aussi, si vous voulez, en 2 ans d'absence de salaire, c'était tellement pervers qu'il n'y avait ni salaire, ni même droit au chômage. Ils n'avaient rien. Leur fiche de paye était écrit 0. Parfois, c'était même négatif parce qu'ils devaient des choses, des charges liées au mois précédent.
C'est inhumain, c'est incroyable. Nous, on avait fait des stands de solidarité où les gens ramenaient chaque semaine de la nourriture, des produits d'hygiène. On dépassait même notre fonction de mouvement politique parce qu'on faisait un peu de caritatif et d'aide solidaire parce qu'on était obligé de le faire. Il y avait des gens dans un grand dénuement. Et merci encore aux militants qui ont participé et aux bénévoles qui ont aidé à mettre en place tout ça. Mais j'ai jamais vu ça. J'aurais pas cru ça possible. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans la profession, qui ont réintégré leur métier, ils n'ont pas eu une excuse et ils n'ont pas eu un centime d'indemnisation. C'est quand même sidérant, quoi. Enfin, c'est même pas, c'est même plus un problème politique, c'est un problème humain au bout d'un moment. Alexandre de Galzin. Oui, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Ce que j'aimerais bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes effectivement une des figures principales de l'opposition à la politique sanitaire du gouvernement, politique qui s'est arrêtée bien sûr depuis, mais vous incarnez aujourd'hui effectivement une des grandes figures de cette mouvance. Je suis retombé sur vos déclarations effectivement de mars et d'avril 2020 dans lesquelles vous disiez notamment que voilà, il fallait restreindre les activités sociales dans les écoles, dans les restaurants, dans les bars, mettre la France en quarantaine. Ça, c'était le 14 mars 2020. Et puis même en avril, un petit peu quand même quelques semaines plus tard, vous appeliez assez précisément à ce que le masque devienne obligatoire dans un peu partout en France. Et en fait, 6 mois, 1 an plus tard, on a l'impression que vous avez eu un retournement de position qui était assez surprenant parce que vous appeliez même à brûler les masques que les Français portaient. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui a fait ce retournement à 180 degrés quand même au début de la période du Covid? Pas en 6 mois, en quelques semaines. En quelques semaines. Ça se résume par un dicton tout bête, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est-à-dire quand moi, j'étais invité comme chef de parti au début, en janvier-février, aux réunions au ministère de la Santé, avec d'abord donc Véran, etc. Et on nous expliquait que c'était absolument terrifiant, terrible, on ne savait pas ce que c'était, il y avait 4% de mortalité. Figurez-vous, 4%, c'est énorme. Hein. C'est une personne sur 25 qui meurt. À la fin, ce n'était pas du tout ça, on l'a su. Mais à l'époque, je vous dis, on voit les images sur les réseaux sociaux. Donc, je suis comme beaucoup de Français à me dire, bon, si c'est quelques semaines difficiles, mais qu'il faut faire ça, bon, on le fera. Mais le problème, c'est qu'ensuite, quand on réfléchit, quand on voit que ça dure, et quand on voit qu'on s'éloigne de plus en plus d'un discours rationnel et qu'on criminalise les traitements, eh bien, il faut évoluer. Il y a des gens qui n'ont jamais évolué, tant pis pour eux. Ils sont restés des mois, des années durant, et encore aujourd'hui, pour certains, dans ce narratif délirant. D'autres ont évolué, mais n'ont rien fait. Nous avons évolué très vite et en plus, on a décidé de bouger et d'entrer en résistance sous les colibés de départ. Alors, au départ, on était très minoritaire dans l'opinion publique, donc c'est pas facile d'organiser des mobilisations quand vous avez une majorité de l'opinion publique qui n'est pas avec vous, hein, parce que faut faire des manifestations dans la rue, y compris à Paris, avec autour une foule qui est plutôt pas avec vous au départ. Et puis, vous avez un gouvernement on a eu des insultes de Darmanin qui a inventé des histoires de salut nazi ou je sais pas quoi dans les manifs en faisant des arrêts sur image malhonnêtes alors que les gens étaient en train de trapper dans les mains. On a eu des manifs interdites, on a eu des attaques, on a eu tout ce qui était possible et imaginable, des amendes, etc. Mais on a tenu bon et aucun autre mouvement politique ne l'a fait. Aucun. Voilà, c'est sidérant, absolument sidérant. Il s'est rien passé au Parlement, strictement rien. Mais alors, parmi les mouvements politiques, heureusement que les patriotes étaient là et heureusement qu'ils ont donné la parole à tout le monde. Parce que sinon, on attendrait toujours. Hein. Je pense qu'il se serait juste rien passé, en fait. Et effectivement, comme vous le dites, vous avez porté une voix qui était assez différente. Il y a une inquiétude que vous aviez formulée à l'époque, et j'aimerais bien savoir 5 ans après si elle est toujours d'actualité pour vous. À l'époque, vous expliquiez, vous et votre mouvement, que vous craigniez qu'il y ait une forme d'autoritarisme du gouvernement qui se met en place et que finalement, en fait, le pass sanitaire puisse, ou le pass vaccinal qui a duré quand même quelques semaines, puisse revenir à l'avenir et en fait être un nouvel instrument normal quelque part utilisé par les politiques. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours quelque chose que vous craignez ou est-ce que vous vous dites en fait les choses sont revenues à la normale et finalement il y a peut-être plus de peur que de mal? Non, ça n'est pas revenu à la normale. Regardez, on a fait des Jeux Olympiques, on nous a mis un pass JO. On a mis des zones d'exclusion, on a ressorti le QR code. On a redemandé aux gens de traverser je ne sais combien de barrages avec les petits papiers, etc. Moi, je l'ai physiquement vécu et c'était juste, je peux vous assurer que ça n'avait rien à voir avec des questions de sécurité parce qu'on était à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres des lieux où avaient lieu les épreuves, où il y avait du public.
Donc on a pendant les JO, ils ont fait passer une loi que nous on a combattue, mais qui a été votée à l'Assemblée par les députés macronistes RN et LR, la loi olympique, qui a créé la brèche pour la reconnaissance faciale dans l'espace public par vidéosurveillance. Et ça on n'en est pas sorti, puisque maintenant ils veulent, pour l'instant c'est algorithmique, qui est la première étape avant la reconnaissance faciale. Ils veulent aller vers cette reconnaissance faciale. On a tout le débat actuellement sur la loi sur le narcotrafic. On nous dit il va falloir briser le chiffrage des messageries style WhatsApp, Signal, etc. On nous dit alors attention, c'est bien sûr pour votre bien, pour lutter contre les trafics, etc. C'est toujours pour notre bien, hein. Comme le règlement européen de censure DSA, c'est pour lutter contre le terrorisme et la pédocriminalité. Ok, ça tout le monde est d'accord. Le problème, c'est qu'on se rend compte que c'est utilisé pour fliquer les honnêtes citoyens et la liberté d'expression. Donc on est rentré dans cette société où la liberté est devenue un peu l'exception et l'interdit est devenu la règle. Et ça, c'est un héritage tout droit du Covid, qui lui-même n'est pas sorti de rien. Il y avait déjà une dérive. Et ça s'est fondamentalement accéléré avec le Covid. Et ils ne peuvent pas remettre en place ce qu'ils veulent. Je pense que s'il n'y avait pas eu de mobilisation et de résistance, on aurait le droit, tous les hivers au moins, au masque obligatoire dans les transports et dans les lieux clos. Ça, je suis persuadé qu'ils nous l'auraient recollé. Dieu merci, ils ne le font pas et n'osent plus le faire. C'est trop de résistance. Mais on est quand même encore dans cette société, et on le voit avec la guerre, qui est aujourd'hui un nouveau narratif, où très facilement, on va restreindre la liberté d'expression, on va restreindre les mouvements, on va restreindre nos libertés au bénéfice d'une société autoritaire, à tout le moins. Alors, cette société autoritaire, c'est la société française, mais c'est aussi, évidemment, la société européenne, ou en tout cas la société de l'Union européenne. Et est-ce que on peut dire que bien sûr c'est un moment où le gouvernement français a saisi l'opportunité d'imposer une forme de contrôle social, mais qu'au bout du compte c'est l'Union européenne qui a été la grande manipulatrice en la matière? Oui, l'Union européenne est totalement dans cette démarche-là parce qu'elle sait qu'elle est un pouvoir qui est particulièrement illégitime, si vous voulez. S'il y en a bien un qui est illégitime, c'est lui. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de votes contre elle qui n'ont jamais été respectés. Je rappelle qu'on a dit non au référendum le 29 mai 2005. C'est le dernier référendum national auquel on a eu le droit, d'ailleurs. Hein. Les Néerlandais, quelques jours plus tard, avaient dit non aussi. Aucun n'a été respecté. Quand il y a eu des noms, comme les Grecs, les Danois, les Irlandais, on les a fait systématiquement revoter ou on a annulé leur vote. En France, c'est le Parlement, 3 ans plus tard, qui a annulé notre vote. Donc l'Union européenne sait qu'elle est très contestée, mais donc elle est très illégitime. Donc elle a besoin de s'imposer par encore plus d'autoritarisme. Et donc c'est vrai que tous les règlements de censure, ils viennent beaucoup de l'Union européenne. Le règlement européen DSA de censure de M. Breton quand il était commissaire européen, c'est un règlement européen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vouloir se battre pour les libertés et la liberté d'expression sans remettre en cause notre appartenance à l'Union européenne, sans proposer le Frexit, c'est une blague. C'est une blague. Parce que la plupart des lois en France aujourd'hui qui restreignent les libertés et la liberté d'expression ne sont que la transposition de directives ou de règlements européens. Donc il faut être sérieux sur le sujet. Le combat pour la souveraineté, il est aujourd'hui intimement lié au combat pour les libertés. C'est le même combat. C'est la même libération à mener en même temps. Florian Philippot, je rappelle que nous vous recevons aujourd'hui dans la matinale, que vous êtes le président des Patriotes et que tout à l'heure, en vue de haut, nous aurons droit à une interview sur la fracture générationnelle, les jeunes contre les vieux. Mais ceci étant rappelé, nous avons vu pendant 5 ans que le pouvoir s'est emparé en fait d'une espèce de contrôle social qui n'avait jamais été vécu en France de cette manière-là, sinon dans des temps exceptionnels, et que Emmanuel Macron avait invoqué une guerre qui était contre un ennemi un peu mythique, le virus. Non pas que le virus n'ait pas existé, mais voilà, d'habitude on rentre en guerre contre un pays, on rentre pas en guerre contre une maladie qui ne connaît pas les frontières. Et est-ce que cette idéologie de la guerre est quelque chose qui est constitutif du patrimoine, du gouvernement macronien? Oui, si vous voulez, il a remplacé le virus par le russe, en fait. Vous disiez la guerre doit être contre un pays, là, il veut le faire. Il veut faire la vraie guerre contre un vrai pays, cette fois-ci. Puisque, si vous avez remarqué, son allocution présidentielle d'il y a une dizaine de jours, là, un soir, et ressemblait beaucoup dans le ton et même dans les mots employés à l'allocution qu'il avait faite au début du Covid et qu'il a faite d'ailleurs plusieurs fois. Nous sommes en guerre, très anxiogène, très grandiloquente, beaucoup dans l'exagération, et pour laisser penser aux Français qu'ils sont cernés de toutes parts d'énormément de menaces. Ils sont tellement cernés de menaces
qu'il va falloir qu'on reçoive chez nous un manuel de survie qui nous expliquera quel sera le kit de survie en cas de guerre qu'il faudra avoir en permanence chez nous si jamais les chars russes débarquaient à Paris ou dans les grandes villes de France, ou si jamais même dans ce manuel de survie, il sera écrit qu'en cas d'attaque nucléaire, il faudra fermer nos portes. Oui, nous en avons parlé sur Radio Courtoisie, c'était la petite phrase qui nous a enchantés tous. Si vous voyez par la fenêtre un champignon nucléaire, vous fermez la porte. Normalement, tout devrait bien se passer, puisque c'est ce que nous dit le gouvernement dans son manuel de survie. Donc tout ça est fait pour entretenir la peur. On a bien compris, Macron, ça n'est que ça. C'est l'entretien de la peur permanente. Alors, pour asseoir son autorité, parce qu'elle aussi ne tient qu'à un fil, elle est très illégitime, il est très détesté, parce qu'il est détestable, et parce qu'il déteste la France et les Français. Et en même temps, on peut toujours le suspecter de vouloir trouver une astuce pour faire un troisième mandat, ou prolonger son mandat, ou échapper à l'élection, parce qu'on a bien le sentiment que c'est pas le genre de type qui a envie de quitter le pouvoir quand il faudra le quitter, et qu'il essaiera de trouver une astuce. Alors à la Zelensky peut-être, en climat de guerre on ne fait pas, à la roumaine peut-être, il y a trop d'ingérence russe dans l'élection pour qu'elle puisse avoir lieu. Ils ont aujourd'hui plusieurs possibilités. Ils ont même un instrument européen qui s'appelle le bouclier démocratique européen pour mettre en place ces annulations d'élections. Et l'Union européenne aussi a besoin de ce climat anxiogène et de guerre parce qu'elle veut récupérer des compétences. Pendant le Covid, elle a récupéré la compétence de la santé de manière très illégitime. Elle a négocié elle-même pour la première fois les contrats vaccinaux et on sait dans quelles conditions. Les fameux SMS d'Ursula von der Leyen. Ça n'est toujours pas purgé d'ailleurs cette affaire. Et puis là, elle veut récupérer la compétence militaire. C'est Mario Draghi. Il faut s'intéresser au discours qu'a tenu Mario Draghi devant le Sénat italien le 18 mars. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, moi, hier. Et c'est incroyable ce qu'il dit. Il dit, non, mais derrière tout ce qu'on dit, vous savez, derrière, on va vers l'armée européenne. On va vers l'industrie de défense européenne, la base industrielle de défense européenne. Donc la première qui perdra, c'est la base française, puisque nous avons la plus grande industrie de défense du continent et la deuxième plus exportatrice du monde, derrière les Américains. Donc, si on mutualise tout, on sera les premiers perdants. Comme d'habitude, vous me direz. Et puis, il faut aller vers l'Union européenne qui se comportera comme un État, un seul État, dit-il. Donc, et bien sûr, pour faire ça, ils ont besoin d'une guerre. On ne fait pas en temps de paix. Donc, ils ont besoin d'entretenir en permanence ce climat de guerre. Au passage, d'ailleurs, j'ai un appel à tout le monde. On fait une manif Union sacrée pour la paix le samedi 29 mars à Paris. C'est national. Rendez-vous dès 14h, place du Palais Royal. J'invite vraiment tout le monde à venir. Je crois que l'heure est vraiment suffisamment grave pour qu'on fasse cette union sacrée pour la paix, qu'on fasse une vraie démonstration de force populaire et patriotique pour la paix. Florian Philippot, ce qu'on comprend généralement de ce que vous dites, c'est que, je reviens encore une fois sur la période du Covid, mais même qu'on peut remettre en perspective avec la période actuelle, c'est la question du centre autoritaire que vous avez quand même largement dénoncé, cette tendance effectivement des macronistes en fait, qu'on voyait comme de gentils centristes libéraux, des constructeurs de la France à la base, enfin, somme toute très classique, arriver à s'arroger beaucoup de pouvoir. Et vous avez toujours été un souverainiste, un jacobin, quelqu'un qui en fait, était pour une forme de centralisation en France, pour une forme de concentration et de pouvoir régalien puissant en France. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez que le problème il se situe chez Macron, il se situe dans la centralisation? Est-ce qu'il faut arriver vers plus de démocratie, il faut arriver vers moins de centralisation du pouvoir? Comment est-ce que vous voyez justement cette relation aujourd'hui entre le peuple et l'autorité? Vous qui avez toujours été encore une fois jacobin et souverainiste. Je vois pas de lien entre la centralisation et cela, parce que vous pouvez avoir la France a un modèle particulier. Il y a un lien consubstantiel entre la nation et l'État dans sa construction par le domaine royal, par notre histoire sur des siècles. Nous avons un État qui a joué un rôle de construction, d'uniformisation de la nation. Moi, je ne suis pas un jacobin pour dire que tout doit être uniformisé partout. Je suis là pour dire qu'il doit y avoir effectivement la même loi partout parce que nous sommes un même peuple et que nous devons, par contre, moi j'adore l'Alsace pour l'Alsace, j'adore la Bretagne pour la Bretagne, la Corse pour la Corse, l'Outre-mer pour l'Outre-mer et je trouve que c'est formidable et je trouve qu'il faut faire vivre cette force qui est la diversité justement de la France. Mais je pense, oui, qu'il ne faut pas tomber par contre dans le démantèlement déjà qu'on est démantelé par le haut, il ne faut pas non plus qu'on soit démantelé par le bas. Souvent que ça va ensemble d'ailleurs, parce que les grands barons locaux sont souvent très européistes, parce qu'ils ont compris le truc. Moyen de zapper l'État, l'échelon national, l'échelon français. Pendant le Covid, les grands barons régionaux ont très souvent été très autoritaires aussi. Et souvenez-vous du pouvoir qu'on appelle nationaliste, que j'appelle séparatiste corse,
ce pouvoir séparatiste corse était le premier à réclamer un pass sanitaire pour la Corse. C'était un pouvoir très covidiste, très, très covidiste. Donc, il ne faut pas croire que c'est forcément lié à une histoire de plus ou moins de centralisation. C'est lié à une philosophie politique. Est-ce que vous croyez en la liberté ou pas? Est-ce que vous croyez que vous avez face à vous des adultes ou des enfants, voire du bétail? Est-ce que vous pensez que vous croyez, est-ce que vous faites confiance en la liberté d'expression? Moi, je crois qu'il y a plus de dangers dans la censure que dans la liberté d'expression. Il y a aussi des dangers dans la liberté d'expression, parce que ça peut partir dans n'importe quel sens. On le sait. D'ailleurs, elle a toujours été modérée par, on peut pas diffamer, il n'y a pas d'appel au meurtre et tout, et je trouve ça très bien. Mais là, on n'en est plus là aujourd'hui. Ils veulent la modérer beaucoup plus. La restreindre, elle est déjà beaucoup plus restreinte que cela. Donc, c'est une question de philosophie. Est-ce que vous croyez au concept de liberté et de souveraineté? En fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Et ce centre autoritaire, comme vous l'appelez justement, comme on l'appelle souvent, le problème, c'est qu'il se déploie et que face à lui, il n'a pas d'opposition réelle au Parlement. Il n'en a pas. Soit les RN, tout ça, ils ne jouent pas leur rôle d'opposition sérieuse, ni sur la question de liberté, ni pendant le Covid. Je rappelle que le RN interdisait à ses cadres de venir parler à nos manifestations et qu'il les qualifiait de dinguerie dans le journal du dimanche. Il y avait une interview qui était sortie et qu'une seule fois, j'ai réussi à faire venir une fois Virginie Joron parce qu'elle a une voix très dissonante au sein du RN, mais elle est très minoritaire, et qu'elle n'a pas eu le droit de parler parce qu'elle recevait en direct des SMS de Marine Le Pen qu'elle me montrait, qui lui disait « t'as rien à faire là, tu t'en vas et tu parles pas ». Donc elle n'a pas parlé, elle est jamais revenue. Donc si vous voulez, c'est ça aujourd'hui, on en est là quoi, avec ces pseudo-partis d'opposition. Je suis désolé, il y a des pays où l'opposition tient beaucoup mieux son rôle. En Allemagne, l'AfD n'est pas tombée dans ces dérives du RN et a tenu beaucoup mieux son rôle pendant le Covid et le tient aujourd'hui beaucoup mieux sur les questions de liberté, de souveraineté et de paix. On se retrouve avec un pouvoir central qui est en fait sans contre-pouvoir, y compris à l'Assemblée nationale, mais aussi dans toutes les institutions qui auraient pu juger la manière dont le gouvernement a mené cette histoire du Covid. Vous me rappeliez tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu d'excuses vis-à-vis des soignants qui avaient été exclus du système de soins, mais on a même appris en décembre 2024 que les autorités judiciaires chargées d'enquêter sur la manière dont le gouvernement de l'époque avait traité le Covid, avait conclu qu'il n'y avait aucune matière à poursuivre. Autrement dit, vraisemblablement, c'est un blanc-seing donné à Buzyn, Véran, Salomon, Philippe, Castex et tous ceux qui... Est-ce que c'est normal qu'il y ait à ce point-là une absence de contre-pouvoir en France? Non, c'est évidemment pas normal, mais c'est le cas aujourd'hui. Alors, sur les affaires judiciaires, la responsabilité des ministres notamment, c'est, on va dire, ce qui a été jugé, c'est le tout début en fait. La suite n'est pas... On n'est pas encore dans un processus judiciaire pour la suite, et notamment toutes les questions liées aux effets secondaires, parce que ça va être le gros sujet, on le devine tous parfaitement, des prochaines années, ça va être la question des effets secondaires des injections, effets secondaires, voire primaires, si on voit la masse et la fréquence. Mais ça, il n'y a aucun jugement là-dessus, il n'y a même aucun ministre qui a été blanchi, si vous voulez. L'affaire dont vous parlez, c'est la Cour de justice de la République sur les tout premiers mois, quand il n'y avait pas de masque pour les soignants, pas de blouse, etc. C'est ça qui a été jugé. Bon, après, fondamentalement, est-ce qu'on peut faire confiance à la Cour de justice de la République, qui contient des juges et des parlementaires, dans une espèce de mélange des genres, celle qui, en 2 jours, a blanchi Bayrou sur Betaram, en 2 jours quand même. Je ne sais pas comment on mène une enquête sur un truc aussi gros que Betaram en 2 jours. Vous voyez, il y a quand même un vrai problème. Le Conseil d'État est totalement défaillant. Et je pense que là, c'est une question aussi sociologique, c'est qu'il est totalement uniforme sociologiquement, mais totalement. Et le Conseil d'État, c'est vraiment aujourd'hui un organe très bien pensant, très soumis à la doxa, par effet de construction sociologique de ses membres. Et ça, donc, il va falloir... symboliquement, mais il va falloir fonctionnellement l'exploser de l'intérieur. On ne peut pas continuer avec une structure qui bloque tout. Il va falloir faire circuler d'autres courants d'opinion, revoir complètement le fonctionnement, l'organisation interne, pour qu'on ait un vrai Conseil d'État qui soit un vrai contre-pouvoir. Le Conseil constitutionnel, il faut arrêter son mode de nomination et de fonctionnement et les pouvoirs incroyables qu'il s'est arrogés, qui n'étaient pas prévus dans la Constitution de 58. Il a fait un coup d'État au début des années 70, le Conseil constitutionnel, juste après la mort de De Gaulle. Il a pris un pouvoir considérable en créant des principes généraux qui n'existent pas dans le texte de la Constitution. Et aujourd'hui, il a un pouvoir incroyable et il considère même
que, sauf l'identité constitutionnelle de la France, qui ne veut rien dire, quasiment rien dire, le droit européen est supérieur, y compris à la Constitution. Même le Conseil constitutionnel ne défend plus la Constitution par rapport au droit européen, par rapport à la moindre directive. Donc, et puis, ils sont nommés pour 9 ans, ce qui est beaucoup trop. D'ailleurs, j'en veux beaucoup là aussi au RN qui a laissé passer la nomination de Richard Ferrand, ce qui est une vraie trahison. Vous voyez, donc il y a aussi énormément de réformes. En fait, il y a énormément de réformes à faire sur toutes ces instances-là. Et puis, il faut mettre en place le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Il faut le mettre dans la Constitution pour que le peuple revienne à la table du jeu, à la table de la décision souveraine, de la décision politique. Ouais, il y a des vraies réformes de fond à faire, c'est évident. Ça ne va pas se faire comme ça par magie. Les contre-pouvoirs ne vont pas revenir tout seuls. Alexandre de Galzin, une dernière question. Florian Philippot, il vous restera 2 minutes. Oui, Florian Philippot, vous étiez allié à Nicolas Dupont-Aignan par le passé. Récemment, il semble que Nicolas Dupont-Aignan soit présenté pour une 3e candidature à l'élection présidentielle. Vous avez, si j'ai bien compris, discuté avec lui récemment. Quelle est votre position par rapport à lui ? Est-ce que vous voulez retenter une forme d'union ou est-ce que ce coup-ci, vous irez par vous-même de votre côté lancer votre aventure personnelle présidentielle ? J'avais regretté que nous n'ayons pas fait la liste commune des souverainistes aux élections européennes de 2024, puisque Nicolas Dupont-Aignan devait la faire avec nous, avec Jean-Frédéric Poisson et moi-même, et le lendemain, en mars 2024, tout était écrit, il n'y avait plus qu'à signer. Et le lendemain, il nous a appelé, Jean-Frédéric et moi-même, pour dire « j'annule tout, je participe pas ». Donc, on avait beaucoup regretté. On était quand même parti de notre côté avec Jean-Frédéric, mais c'est évident que c'était moins rassemblé que prévu, sachant qu'il avait accepté à ce moment-là d'ajouter le référendum sur le Frexit pour qu'il y ait une cohérence programmatique, bien sûr. On l'avait effectivement soutenu lorsqu'il s'était présenté à la présidentielle en 2022, parce qu'il avait ajouté aussi ce référendum sur le Frexit. On avait fait d'ailleurs une liste commune avec lui et Génération Frexit aux législatives de 2022. Là, on aurait dû faire tous en 2024 une seule liste. C'est évident. Nous, on l'avait proposé aux Patriotes. On avait proposé qu'il y ait une seule liste entre UPR, DLF, les Patriotes, République souveraine, tout le monde. Enfin, je veux dire, via la voix du peuple, Sartre Aristote. Donc, on l'a fait avec ceux qui voulaient. Ceux qui n'ont pas voulu, on pouvait rien faire. Tant pis, on ne peut pas forcer ceux qui veulent pas le rassemblement. Mais en tout cas, pour demain, moi, je pense que là, la présidentielle, son annonce, moi, je trouve que c'est pas opportun. C'est beaucoup trop tôt. Je pense que c'est pas le moment. Pour l'instant, il faut se battre pour la paix. Il faut éviter la folie actuelle. Je pense que si on veut parler de présidentielle, il faut surtout se battre pour les parrainages citoyens, parce que ce système des 500 signatures, il est complètement oligarchique, il fonctionne pas. Donc, moi, je n'ai pas bien compris cette annonce. Je pense que c'est empêcher le rassemblement, c'est bien trop tôt, c'est pas le moment, et en plus, c'est participer à un processus d'émiettement qui ne mènera à rien. Si c'est pour avoir une présidentielle 2027 qui ne sert à rien, moi, je rentre pas dans ce jeu. Moi, je suis dans le combat. Là, pendant qu'il annonçait sa candidature, moi, j'étais dans les rues en train de me battre pour la paix. Je pense que c'est plutôt là qu'est notre place aujourd'hui. Merci beaucoup, Florian Philippot. Je rappelle que vous êtes en meeting en Saône-et-Loire le 27 mars et que vous nous avez tous appelés à une grande manifestation devant le Palais Royal le 29 mars. Ouais. Voilà, J'ajoute juste à un point, 14h. si je peux me permettre. Voilà, 14h, rendez-vous, place du Palais Royal, 29 mars pour la paix. Juste un point, les parrainages citoyens, c'est très important pour la présidentielle. Si vous avez, par exemple, 150 000, 100 000 Français qui décident qui est candidat à la présidentielle, c'est eux qui décident, c'est plus les députés, les maires, les sénateurs, les conseillers régionaux, etc. Donc ça revient dans les mains du peuple. Et en plus, ça fait une primaire citoyenne. Les souverainistes auront un seul candidat parce que c'est les Français qui auront choisi qui est leur représentant par la primaire citoyenne, par ce parrainage citoyen. Donc je trouve que ça a plein d'avantages et il faut vraiment se battre pour ça. Et j'appelle tout le monde, dont Nicolas Dupont-Aignan, à se battre plutôt avec nous pour les parrainages citoyens. Merci beaucoup, Florian Philippot.